Salut à tous et bienvenue sur Medium. J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé de vers intestinaux. Nous sommes là dans la parasitologie digestive. Alors, pourquoi il y a des vers dans nos intestins? Comment le savoir et que faire pour s'en débarrasser? Deux invités, comme toujours, avec moi pour en savoir plus. Docteur Niaoré Jonas, vous êtes médecin pédiatre au service des néonatologies du CHU de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Bonjour, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, également avec nous sur ce plateau pour partager son expérience de moment au sujet du déparasitage. Tougou Sifa Angélique, épouse des bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, on va dire que vous êtes économiste de formation avec une spécialisation en marketing, ce qui vous a permis d'avoir donc une carrière bien diversifiée et enrichissante en Afrique centrale, en République démocratique du Congo notamment. Et vous êtes également certifié de la 23e promotion du Women Leadership Training de l'ambassade des États-Unis. Et aujourd'hui, vous êtes partenaire de Forever Living Product, qui est un réseau de marketing social avec pour objectif d'améliorer le bien-être des enfants grâce à la consommation de compléments alimentaires. En tout cas, bravo madame pour votre engagement. Et merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de cette affection assez fréquente, les vers intestinaux. Première question tout de suite, docteur Niaoré Jonas. Pourquoi on a des vers dans nos intestins? Merci beaucoup pour la question. D'accord, avant de répondre à la question, il faut quand même faire l'épidémiologie des choses. D'accord. Il faut dire que les vers font partie des agents infectieux. On a plusieurs agents infectieux qui peuvent infecter notre organisme, notamment les bactéries, les virus, les parasites et les mycoses. Et les vers font partie des parasites là. Et l'OMS nous dit que près de 12 milliards de la population mondiale est sous l'effet des vers, soit 24% de la population. 24% de la population mondiale. Vous voyez que là, on n'est pas loin de la moitié de la population. Absolument. Ça veut dire que ces vers-là ont un impact sur la vie de l'être humain. D'accord. Et nous avons ces vers-là parce que soit nous les avons parce qu'en naissant, en venant au monde, nous les avons par des mécanismes, ou nous les avons parce que nous les avons acquis ici dans le monde. On verra donc par quel moyen donc on peut prendre ces vers. Alors madame D, vous avez déjà eu des vers intestinaux, vous en avez déjà souffert, dites-nous. Si, j'en avais souffert quand j'étais toute petite. Mais déjà, c'était pas facile parce que j'avais des douleurs abdominales. Et après, bon, je suis passée chez le médecin, tout est rentré en ordre. Alors vous êtes maman d'enfant. Ce que vient de dire docteur, il dit que c'est un problème assez sérieux de santé publique. Près de la moitié même de la population mondiale pourrait donc souffrir de cette maladie, les vers intestinaux. Docteur, en passant, c'est pas une maladie, ou alors on peut appeler ça une maladie? C'est une maladie, c'est une parasitose. La parasitologie. Voilà, il y a plusieurs. Selon les vers, il y a plusieurs parasitoses. Sinon, la maladie due au ver est appelée une parasitose. Une parasitose. C'est une maladie. D'accord. Donc c'est cette maladie qui est provoquée donc par les vers intestinaux, la parasitose. Alors, quelle est votre expérience au sujet donc justement des vers intestinaux, de la parasitose? Notre reporter Eman Dogo a posé la question à quelques personnes suivant donc ces quelques avis. La nausée souvent. Souvent, je n'arrive pas à manger. La nausée, quand je mets un peu la nourriture dans ma bouche. Bon, je ne sais pas comment on dit en français. La nourriture vient descendre. Donc, je suis obligé d'aller acheter les médicaments, souvent à la pharmacie ou bien médicaments traditionnels pour pouvoir boire. Donc, là, après quelques temps, puis je commence à manger maintenant. Bon, quand je commence à avoir la nausée, quand j'ai le corps qui démange, voilà, ce sont les signes en tout cas qui m'interpellent et puis je me déparasite. Non, je n'ai jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Il me purge beaucoup. Un médicament indigène. Je me déparasite de temps en temps. Mais bon, c'est lorsque je constate que voilà, au niveau de l'alimentation, de la digestion surtout, voilà, j'ai du mal à digérer les aliments que je consomme. Et tout de suite, je m'intéresse
au déparasitant pour pouvoir améliorer ma digestion. Voilà, c'est le tout premier acquis que je vois au niveau des déparasitants. Une fois tous les 3 mois. Je ne sais pas si c'est conseillé, mais en tout cas, une fois tous les 3 mois, je me déparasite. Le ballonnement du ventre même est un signe palpable qui t'emmène à te déparasiter. Je ne sais pas que ça se fait tous les 6 mois, je crois. Moi, par exemple, je me déparasite. Je viens de le faire il y a le mois passé seulement. Donc, dans 6 mois, je vais me déparasiter. Quand tu ne l'as pas fait, mais tu le sens au niveau de ton ventre. Quand il y a les parasites, ça commence à ballonner ton ventre. Ça commence à bourdonner dans le ventre. On n'a pas parlé, mais je n'ai pas cherché aussi à connaître l'origine des vers intestinaux et tout. Ils ont dit que ça réside un peu soit dans les airs, soit dans les eaux qu'on boit, soit un peu partout dans l'alimentation, tout et tout, dans les milieux malsains. C'est un peu partout qu'on ramasse ces parasites-là. Alors, on vient donc de le voir, l'origine donc des vers intestinaux, comment savoir qu'on a des vers intestinaux, donc les signes qui annoncent donc une parasitologie, vous l'avez dit docteur. Alors, votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre, on a entendu un monsieur qui disait qu'il n'a pas de vers intestinaux parce qu'il se purge beaucoup, est-ce que c'est... Oui, sur cette réaction, il est important de réagir également pour dire que personne ne peut dire qu'il n'a pas de vers. Parce que comme je l'ai dit, on est souvent avec les vers, ou soit on les prend, on les contracte ici sur la terre, dans la vie. D'accord. Alors donc comment est-ce qu'on contracte on les contracte par plusieurs manières. Plusieurs manières, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque, ce qui favorise. Généralement, c'est la mauvaise hygiène corporelle, la mauvaise hygiène alimentaire. La mauvaise hygiène corporelle parce que souvent, on ne se lave pas, on refuse de se laver, on refuse d'entretenir le corps. Et en allant toucher souvent des choses à terre, des choses malpropres, on envoie ces mets-là encore dans la bouche. Donc cette hygiène-là, corporelle-là, amène la personne à s'infecter soi-même. Il y a l'hygiène alimentaire également, la mauvaise hygiène alimentaire, telle que les aliments qu'on vend aujourd'hui sur les marchés. On va au marché, tout le monde passe, chacun crache, chacun touche. On ne sait pas avec quelle hygiène, dans quelles conditions ces aliments sont conservés. Lorsqu'on les prend, on vient à la maison, on prend des mangues par exemple, on les met au frigo sans les laver. Il faut les javeliser, mettre de l'eau de javel dans de l'eau, il faut les désinfecter pour les manger. Cette mauvaise hygiène alimentaire là, sur tous les plans, peut nous apporter des vers. Il y a également le péril fécal. Lorsqu'on va faire les selles dans les eaux, surtout dans les conditions où il y a beaucoup de populations, des vies précaires, le péril fécal, les gens sont vraiment déféqués dans les eaux ou que tout le monde utilise. C'est ces vers-là qu'on va encore prendre pour boire cette eau-là, pour aller préparer encore la nourriture, on s'est fait encore soi-même. Wow. Donc il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir contracter les vers. Et l'être humain lui-même au centre de son infection. D'accord. Si nous améliorons notre condition de vie, si nous améliorons notre hygiène corporelle alimentaire, on pourra mieux réduire cette infection par les parasites. D'accord. Et quels sont ces parasites-là? Quels sont ces vers-là? Il y en a beaucoup. Il y en a des multitudes qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui. Si on veut en convention, on ne terminera pas. Mais il faut dire qu'il faut retenir en gros qu'il y a 2 grands groupes. Il y a les helminthes qui sont constitués des vers plats et des vers ronds. Et puis il y a les protozoaires. Parmi les helminthes, on a les ascaridioses. Et parmi les protozoaires, on a les isosporoses. Ils sont beaucoup sur les noms scientifiques. Donc il y a tellement de groupes de vers. Et selon le type de vers, chacun a sa spécialité. D'autres arrivent à détruire la muqueuse intestinale, d'autres arrivent à infecter des organes tels que le foie pour nous donner d'autres pathologies. Donc ces vers-là sont très dangereux, docteur. Très dangereux. Je pouvais dire que c'est l'une des pathologies la plus dangereuses parce que la population a tendance à négliger ces vers-là. On se dit, bon, ce sont des vers. C'est pas un problème, comme vous le dites. D'autres disent que quelqu'un a dit tout à l'heure dans le reportage que lui il se purgeait. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'hygiène qui apporte, la mauvaise hygiène qui apporte ces vers-là. Quand on va se purger, les médicaments traditionnels, nous n'en sommes pas compte. Parce que nos parents, avant des siècles, ont utilisé ces médicaments-là pour se donner la santé. Mais aujourd'hui, comment on utilise ces médicaments? Les médicaments traditionnels qu'on va prendre en bourse, on le prend, on l'écrase, sans même désinfecter ce médicament, et on se purge, c'est-à-dire on l'introduit directement dans notre ventre, dans nos intestins. On s'infecte directement également. Donc en voulant se puriger, c'est vrai qu'il veut se soigner, mais l'entrée s'infecter. En fait, il exagère, il ne fait qu'accroître même, le taux de vers dans son ventre. Là, il prend maintenant une multitude qui introduit dans son ventre. Donc vous voyez que ces vers sont très dangereux. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention face à cette situation. Allez,
Ce sont donc, je vais dire, des situations qu'il faut éviter. On va parler donc on va revenir sur le traitement tout à l'heure. D'accord. Mais parlons donc des symptômes, des signes par lesquels on reconnaît qu'on a des vers. Madame D, dites-nous, vous en tant que maman, là on a en face de nous un pédiatre. Est-ce que vous avez déjà fait attention chez vos enfants des signes par lesquels vous reconnaissez qu'ils ont des vers intestinaux, qu'ils souffrent de la parasitologie? Oui, j'ai déjà fait attention à cela. Et comment j'ai remarqué que mon fils avait des vers. Déjà, il y avait changement au niveau de l'appétit. Il n'arrivait pas à bien manger. Et puis, il se plaignait tout le temps des douleurs au niveau du ventre. Et entre-temps, j'ai regardé aussi des veines tout pâles. Je n'arrivais pas à comprendre. Et en plus de ça, à chaque fois, il faisait des diarrhées. Et directement, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai amené chez le médecin. Et puis, on a soumis aux analyses. Et c'était vrai qu'il avait des vers intestinaux. Et c'est toujours le même signe qui présente? Pour mon cas, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Chaque fois qu'il commence à avoir mal au ventre, il commence à faire la diarrhée, et il commence à être pâle. Déjà, ça annonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, ça vous dit, vous en tant que maman, ça vous dit tout de suite que ça doit être des vers intestinaux. Oui, ça me dit que ça doit être des vers intestinaux, mais je l'emmène chez le médecin parce que quand bien même j'ai dit que c'est des vers, il faudrait que ça soit certifié, que le médecin dise, après les analyses, que c'est des vers. Comment reconnaître chez une personne, surtout chez un enfant, docteur Niaoré, que cette personne a des vers intestinaux? Il y a plusieurs ordres de signes. Voilà, il y a les signes d'ordre général, il y a les signes liés à chaque appareil. Au niveau, comme madame l'a dit tout à l'heure, elle a plus cité les signes d'ordre général. Au niveau général, il y a des manifestations qui peuvent nous faire penser à des pathologies dues à des vétadines parasitoses. Mais ces signes-là ne sont pas spécifiques à la maladie. Il y a des examens qu'on va faire pour confirmer. Et elle a assez bien dit pour dire qu'elle va voir le médecin et on confirme. Donc ces signes d'ordre général plutôt, on a la perte de l'appétit qu'on appelle l'anorexie. Il y a la fatigue générale. L'anorexie, c'est le manque d'appétit. Le manque d'appétit. Il y a la fatigue générale, l'asthénie. Il y a la pâleur, l'anémie qui se manifeste par la pâleur également. Et il y a la baisse de l'apprentissage à l'école. L'enfant n'arrive plus bien à suivre le cours, il ne retient plus trop tout ce qu'il apprend. Après ces signes d'ordre général, là, il y a également les signes d'ordre digestif. Au niveau, puisqu'on parle des vers intestinaux, il y a les signes digestifs. Cet enfant sera ballonné souvent. Vous allez voir que souvent dans nos différents villages, on les appelle les enfants papitou pour un peu détendre l'atmosphère. On dit qu'ils ont le ventre gros, on voit que les membres sont grêles, et puis bon, c'est un prototype, voilà. Et donc il y a le ballonnement abdominal, il y a la diarrhée qui suit, il y a les vomissements et la douleur abdominale qu'elle a citée. Vous voyez? Et il y a même, ça va au-delà au niveau digestif, ça peut même entraîner même des signes respiratoires, tels qu'une toux irritative, tels qu'une difficulté respiratoire. Vous voyez, non? Et il y a un ensemble de signes qui est lié au syndrome des vers, où l'enfant a l'insomnie. Vous voyez, l'enfant, il n'arrive plus à dormir, il est irrité lorsqu'il s'en va dormir. Et cet enfant, vous allez voir que, remarquez chez lui, il aura une baisse de l'activité intellectuelle. D'accord, vous avez tous ces signes, mais comment prouver effectivement que ce sont des vers intestinaux? Une fois qu'on a ces signes, pour quelqu'un qui connaît ces signes, lorsqu'on a ces signes, il dit, tiens, il suspecte soit une parasitose intestinale. D'autant plus qu'il y a des signes digestifs qui accompagnent la douleur abdominale, le vomissement, la diarrhée. Alors, en ce moment-là, il faut se rendre chez le médecin ou dans un centre de santé où un agent de santé va examiner l'enfant. Lorsqu'il l'examine, il va demander un ensemble d'examens. Et devant la diarrhée, généralement, qui persiste, l'agent de santé va toujours demander l'examen des selles. Et dans l'examen des selles, il y a l'examen bactériologique des selles pour chercher les bactéries. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en train de jeu, que les agents infectieux, il y a les bactéries, il y a les virus, il y a les parasites, voilà, et les mycoses. Donc il va faire un examen des selles, un examen parasitologique des selles, un examen bactérien des selles, un examen virologique des selles. Et c'est dans l'examen parasitologique des selles qu'il va découvrir soit des vers adultes, soit les œufs de vers, soit des kystes. Et c'est en ce moment-là qu'il va dire, si c'est des kystes, qu'il les amène avec des vers ou des kystes ou des œufs de vers, en ce moment il dira que c'est une parasitose.
Si dans le cas contraire, c'est des bactéries qu'il a trouvées, il dira que ce n'est pas une parasitose, mais c'est une infection digestive due à une bactérie. D'accord. Voilà. Si c'est un virus, c'est une infection digestive due à un virus. Mais pour nos parasites, en ce moment-là, nous allons faire les examens parasitaux universels. Souvent, on va au-delà de ça, parce qu'il y a des moments où on fait la biopsie de la muqueuse rectale, où on prend l'aiguille fine et on prend une partie de la chair du rectum. Ça, c'est un examen également. Voilà, pour pousser, qui nous permet également de mettre en évidence ces vers-là. Donc, il y a ces examens-là qui nous permettent de confirmer. Les signes cliniques que nous avons cités sont des signes qui nous permettent d'orienter le diagnostic. Et puisqu'en médecine, le fait de découvrir un diagnostic part généralement de deux éléments, les examens cliniques, c'est-à-dire les signes cliniques, et les examens paracliniques de confirmation. Voilà, à ce moment-là, les examens paracliniques de confirmation nous permettent de confirmer le diagnostic. D'accord. Madame D, alors, ça a toujours été comme ça lorsque vous partez voir le médecin, vous faites les examens qu'on vous demande, et lorsque on détecte que c'est une parasitose, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez le traitement? Est-ce que vous associez autre chose au traitement? En fait, je suis les traitements donnés par le médecin, mais comme je suis dans le bien-être, j'associe à cela des compléments alimentaires pour venir soutenir l'immunité de l'enfant. D'accord. Pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Quels sont les traitements qu'on vous donne généralement? On me donne des antiparasitants. La dernière fois, on a donné le mébendazole. Non, pas de marque, d'accord. Bon, c'est des comprimés qu'on donne et que je donne aussi à l'enfant suivant la prescription du médecin. Comment les prendre suivant la posologie. D'accord. Qu'est-ce que vous donnez généralement, docteur Niaoré, pour faire face? Et puis la question revient tout à l'heure, est-ce qu'il faut associer autre chose? Le monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il se purge beaucoup, est-ce que ça peut éliminer les vers intestinaux? Merci beaucoup. Sur les purges, je pense que sur les purges, j'ai déjà ma position. D'accord. Et tout à l'heure, je vais la repréciser encore. Absolument. Mais il faut dire qu'il y a un schéma thérapeutique. Il y a un schéma de prise en charge. La médecine, ce n'est pas des courriers qu'on jette. C'est quelque chose qu'on a appris et on l'applique selon les circonstances. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les signes, il y a souvent la diarrhée, il y a les vomissements, il y a la fatigue générale. Il peut arriver que l'état de l'enfant est vraiment altéré. Il a beaucoup vomi, il a beaucoup fait la diarrhée, il n'a plus ses forces, il n'a même pas l'appétit à manger pour dire qu'il va prendre les médicaments. En ce moment-là, lorsqu'on voit qu'il y a un critère d'hospitalisation, on va l'hospitaliser. Voilà pourquoi il disait que les parasitoses sont des pathologies vraiment qui sont graves. Parce que ça peut mettre en jeu le pronostic vital. Un enfant qui a beaucoup fait la diarrhée... On peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Un enfant qui a beaucoup fait la diarrhée, qui est déshydraté, mais son pronostic vital est en jeu. Lorsqu'on n'arrive pas à compenser cette perte hydrique-là, il peut aller jusqu'à la mort. Donc lorsqu'on voit que c'est un critère d'hospitalisation, il faut l'hospitaliser, il faut le réhydrater s'il a perdu de l'eau, il faut lui apporter des vitamines, et il faut lui donner des antiparasitaires sous forme injectable, parce que là, il n'arrive pas à manger. Là, il vomit. Donc, il faut sous forme injectable, on apporte des antiparasitaires. Et lorsqu'on a levé maintenant le danger, on peut faire le relais par voie orale, avec des comprimés ou bien des sirops. Généralement, chez les enfants, on peut dire c'est les sirops parce qu'ils n'aiment pas trop les comprimés. Voilà. Mais dans le cas contraire, si l'enfant vient, qu'il a seulement des signes, qu'on a fait l'examen que c'est une parasitose et que l'état, la vie n'est pas en danger, le pronostic vital n'est pas en danger, en ce moment, on fait un traitement ambulatoire avec des comprimés ou des sirops. Et là, il est important de préciser que la prise en charge des parasitoses, le déparasitage, qui est basé sur le déparasitage, qui est l'un des éléments de prévention, parce que le déparasitage, ce n'est pas un traitement étiologique, on ne fait pas pour traiter la maladie, ça nous permet de prévenir la maladie. D'accord. Et ce déparasitage-là, il va un peu sauter là-dessus pour dire qu'il faut le faire de façon respectée. De façon respectée. C'est-à-dire, le déparasitage chez les enfants commence à l'âge de 6 mois. Voilà, dès que l'enfant a 6 mois, pas avant 6 mois. D'accord, à partir de 6 mois. À l'âge de 6 mois, depuis le déparasitage. Et dès qu'on donne la première dose à 6 mois, 3 mois plus tard, il faut renouveler chaque 3 mois au moins. Dans le cas contraire, au moins chaque 6 mois, donc au moins 2 fois dans l'année. Sinon, chaque 3 mois, au moins 4 fois dans l'année. Un homme normal, un adulte peut chaque 3 mois se déparasiter. D'accord. Ça nous permet d'éviter les complications des parasitoses, les parasitoses les plus compliquées qui vont aller jusqu'à la déshydratation, qui vont aller jusqu'à baisser l'immunité.
Et lorsqu'on fait ce traitement, comme madame l'a dit tout à l'heure, et j'ai cité dans les signes qu'il y a l'asthénie qui est là, c'est-à-dire la fatigue générale. En ce moment, on sent que l'immunité a diminué. Vous voyez, l'immunité a agressé. Le parasite, c'est un agent infectieux. Quand il vient l'attaquer l'organisme, il va diminuer l'immunité. À ce moment-là, les compléments alimentaires ne sont pas proscrits. D'autant plus que ces compléments alimentaires-là sont fabriqués dans de bonnes conditions d'hygiène. On en trouve aussi en pharmacie. On en trouve également dans les surfaces qui sont agréées par l'État. Donc ces compléments alimentaires-là nous permettent d'accompagner ces enfants-là. Bien donc pour booster l'immunité, parce que ces compléments alimentaires, souvent, c'est riche en zinc. Un enfant qui est déshydraté, il faut lui apporter du zinc, il faut lui apporter plusieurs éléments pour pouvoir booster son immunité. Donc ces compléments alimentaires-là sont les bienvenus. Nous les utilisons, nous les prescrivons, mais il faut que les patients aillent les chercher dans les différentes surfaces qui sont recommandées par le médecin. Parce que les compléments alimentaires, nous sommes en Afrique, nous savons combien de fois les choses se font. On peut les trouver sur des marchés où ce n'est pas autorisé. Est-ce que ces compléments alimentaires qui sont sur ces marchés-là sont bien conservés? Donc à ce niveau également, il faut faire attention, il ne faut pas donner n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et en même temps aussi sensibiliser la population sur les déparasitants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sur toutes les surfaces, dans les marchés publics, dans les bus, dans les voitures en commun, les transports communs, les gens vendent les déparasitants. On ne sait pas d'où ça vient. Ils ont des coûts qui donnent sur les déparasitants, on ne sait pas d'où viennent ces coûts-là. Donc je pense qu'il faut faire beaucoup attention parce qu'on ne sait pas sur quelle base ces médicaments sont fabriqués, ça contient quoi, qu'est-ce que ça peut apporter à l'organisme. Parce que tout médicament a des effets secondaires. D'accord. Donc il faut respecter la prescription. Alors vous avez parlé de 3 mois. Chaque 3 mois, je dois venir vous voir, Dr Niaouré, pour que vous puissiez, ou alors vous me prescrivez un déparasitant que je prends chaque 3 mois. C'est comme ça? Oui, il y a 2 cas. Le médecin connaît son patient, il maîtrise son patient et lui prescrit un déparasitant. C'est juste un truc de prévention. Voilà. S'il estime que ce déparasitant-là, la prise de ce déparasitant n'a pas d'effet négatif ou d'effet néfaste sur la santé de son patient, il peut lui recommander de prendre ce déparasitant chaque 3 mois. Dans le cas contraire, le patient est tenu de revenir vers son médecin si d'autres signes se présentent en dehors des signes bénéfiques qu'il devait avoir avec ce déparasitant. D'accord. Voilà. Mais en termes de prévention, je vais dire ne pas prendre n'importe quel déparasitant qui se présente à vous. Parce qu'il y a des déparasitants. C'est de l'automédication aussi. Hein. Et il y a des déparasitants, comme je le dis, il faut voir le médecin parce qu'il y a des déparasitants qu'on ne donne pas à tel âge, à tel âge, à tel âge. Ah voilà. Donc ce n'est pas tous les déparasitants qu'on donne à tel âge. Il faut faire beaucoup attention. Comme nous ne sommes pas là pour la publicité, on ne va pas citer les noms des médicaments, mais il faut faire attention parce qu'il y a des déparasitants qui sont dévolus à tel âge et à tel âge, à tel âge. Alors je le répète, prendre un médicament sans l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien, ça devient de l'automédication. C'est dangereux parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les principes actifs de ce médicament et ça peut être dangereux. Très dangereux. Alors Madame D, est-ce que jusqu'ici vous avez vraiment deviné, imaginé que la parasitose, les vers intestinaux pouvaient représenter un si grand danger pour la santé de l'être humain, et surtout même pour les enfants? Le docteur a parlé de l'hospitalisation, on peut même aller jusqu'à l'hospitalisation. Est-ce que vous avez vraiment mesuré que cette maladie était aussi grave? Oui, parce que je suis une mère et puis je me documente plus, je suis dans le bien-être aussi. D'accord. Je sais très bien que c'est très dangereux d'avoir des vers intestinaux et on doit faire très attention, surtout pour les enfants. Parce que tout commence dès le bas âge. Donc il a dit déjà, le docteur l'a dit, à partir des 6 mois. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi moyen d'aider les mamans pendant la grossesse pour que leur flore intestinale soit saine, pour que les enfants qui vont naître ne soient pas susceptibles d'attraper les infections dues aux parasites. Là, c'est possible de prévenir déjà? Oui, là, c'est possible parce que j'ai parlé des enfants, ceux qui sont déjà nés, sinon que le déparasitement commence chez la mère. La femme enceinte, généralement, après le premier trimestre, on commence le déparasitage. Pendant les CPN, les consultations prénatales. On commence le déparasitage. C'est encore plus indiqué à partir du deuxième trimestre, c'est-à-dire après le premier trimestre, mais ce n'est pas contre-indiqué au premier trimestre parce qu'au premier trimestre, il y a des médicaments spécifiques qu'on peut utiliser pour le déparasitage. Voilà. Et ça permet de réduire ce taux de contamination
Parce que comme je l'ai dit, on pouvait naître avec les vers. Donc ça veut dire qu'on les prend depuis le ventre de la mère. Donc on peut déparasiter la mère, mais c'est conseillé le plus à partir du 2e trimestre. Mais ce n'est pas contre-indiqué au premier, parce qu'au premier trimestre, il y a des médicaments spécifiques qu'on utilise. Voilà. Mais la mauvaise manipulation au premier trimestre peut avoir des conséquences sur la vie de l'enfant. Donc il faut beaucoup faire attention. Alors, on note que la parasitose est une maladie extrêmement dangereuse, dont il faut faire très attention. Il faut donc aller voir son médecin. Et votre médecin donc va vous dire quels déparasitants prendre pour prévenir donc les parasitoses et éliminer donc ces vers intestinaux. En tout cas, on retient que c'est aussi important pour les enfants que pour les grandes personnes, docteur Niaouré. Évidemment. En tout cas, merci pour toutes ces informations au sujet donc de ces vers intestinaux, de ces parasitoses et comment donc se déparasiter. J'espère que vous avez pris très bonne note, téléspectateurs. Merci à docteur Niaouré Jonas. Vous êtes médecin pédiatre en service au service de néonatologie du CHU de Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire, et également à vous, Togo Sifa Angélique, épouse des... Merci d'avoir accepté donc de partager votre expérience en tant que maman et également en tant que partenaire de bien-être. Vous êtes donc dans ce marketing des réseaux Forever Living Product et votre donc, j'allais dire, votre objectif donc c'est le bien-être des enfants à travers donc la consommation de compléments alimentaires. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Et c'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Merci infiniment à la clinique Connectée pour ce partenariat avec cette émission. Je vous retrouve très bientôt sur Medi 1 pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé.